Beaucoup pour votre accueil, merci d'être venu aujourd'hui pour parler donc du rôle de la femme, on va dire, dans la société actuelle. Rôle très important, c'est vrai que dans le schéma un peu traditionnel ou conservateur, on va dire, souvent on dit, voilà, la femme reste au foyer, le mari part travailler, et parfois on a un peu de mal à trouver du sens à ce que l'on fait et à voir le bien qu'on peut faire en restant dans notre foyer, ou alors certaines femmes qui travaillent ont parfois du mal à trouver du sens un peu à leur métier, ou savoir en quoi leurs actions sont importantes et peuvent changer quelque chose dans cette société dans laquelle on vit. Parfois on a l'impression que nos actions sont pas très éclatantes, pas très grandes, n'ont pas forcément un grand impact. Et voilà, on n'est pas toutes des Jeanne d'Arc, par exemple, qui sauvent la France. Et donc on a l'impression que finalement, en restant dans notre rôle, que ce soit au foyer ou en travaillant, enfin en tout cas en restant à notre échelle, à notre niveau, on n'a pas forcément l'impression qu'on va faire changer les choses. Et mais justement, je vais vous montrer le contraire aujourd'hui. Et bon, vous êtes majoritairement des femmes, mais je pense que ça intéressera les hommes également, tout simplement pour mieux comprendre les femmes déjà, et puis vous pouvez aussi être amené à vous marier, à éduquer des filles aussi, donc c'est très important de connaître un peu la vocation et le rôle de la femme dans la société. Et puis bon, j'insisterai pas trop sur le fait qu'on est dans une société décadente, je pense que ça se voit un petit peu à tous les niveaux. D'ailleurs, je pense que même sans être catholique, en fait, on voit que qu'il y a beaucoup de choses contre nature, qui vont aussi contre le bon sens, etc. Donc même quand on n'est pas croyant, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de dérives, de choses qui commencent à aller beaucoup trop loin. Récemment, je voyais quand même un homme, je sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Royaume-Uni, qui se prenait pour un dalmatien et qui voulait être reconnu en tant que tel par la société. C'est pas juste son petit délire entre guillemets privé, ce qui serait déjà de toute façon assez grave, mais c'est qu'en plus il veut que ça soit reconnu au niveau de la société, de l'État, etc. Et donc ça c'est encore beaucoup plus grave. Donc on est dans cette société-là, et il y a beaucoup que ce soit le relativisme, l'anticléricalisme, le lavage de cerveau qu'on subit, ça peut nous empêcher un peu de réfléchir par nous-mêmes et de revenir vraiment aux bases, aux fondements presque philosophiques de la société et de l'homme en tant qu'animal politique. Donc en fait, la première partie de ma conférence va être un peu plus philosophique, on va dire, parce que je pense que tant qu'on n'a pas les grands principes, parce que l'objectif c'est de montrer comment une femme catholique peut relever entre guillemets, ou aider à la reconstruction de la société. Et je pense que si on n'a pas les bases, justement, on va pas forcément réussir à comprendre en quoi mon rôle dans mon quotidien, à tel endroit, dans tel pays, dans tel lieu assez spécifique, avec un rayonnement plutôt restreint, si on n'est pas je sais pas, si on n'est pas une star internationale, si on n'est pas un homme politique très connu ou quoi, bon on peut se dire j'ai un rayonnement assez restreint, mais en quoi justement on peut faire énormément de bien en travaillant sur nous et si on comprend bien les principes, pour participer à la reconstruction, on va dire, au relèvement de la société. Donc au début, j'ai vraiment plutôt un peu parlé philosophie, on va dire, en parlant de la société politique et du bien commun, parce que je pense que c'est très important dans une société assez égoïste en plus. Dans une deuxième partie, je parlerai plus de la femme, ce qu'une femme vraiment féminine et qui est alignée avec sa féminité, et qui vit vraiment sa vocation de femme, tout le bien qu'elle peut faire à la société. Et puis ensuite, dans une troisième partie, on verra plus les trois rôles principaux de la femme, enfin que j'expliquerai, mais donc épouse, mère et éducatrice. Donc, pour commencer tout de suite dans la première... Ah oui, et je voulais dire, bien sûr, si vous avez des questions, vous pourrez soit les poser à la fin, soit en particulier même après. Enfin voilà, si vous n'avez pas envie de parler devant tout le monde, il n'y a aucun souci, vous pourrez aussi venir me voir individuellement. Donc n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Et donc pour commencer sur cette première partie sur la société politique et le bien commun. Alors qu'est-ce qu'une société politique? C'est une société parfaite, c'est-à-dire qu'elle permet à toute personne de bien y vivre sans aide extérieure. Et donc c'est une société qui est composée de familles. Elle est dirigée par une autorité qui va ériger des lois.
en vue d'une fin, donc d'un but, d'un objectif qui est appelé le bien commun. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez basique, mais qui va être très oublié dans notre société, puisque je pense que si on parlait de bien commun à l'heure actuelle, je pense qu'il y a peu de gens qui sauraient ce que c'est, ou qui seraient prêts à se sacrifier, ou à faire des efforts, ou à mettre des choses en œuvre pour le bien commun. Parce que le bien commun, maintenant, c'est quelque chose... Enfin, en fait, on est tellement centré sur nous, très égoïste, etc., et qu'on va finalement oublier qu'il peut y avoir une cause plus grande que la nôtre. Alors, ça veut pas dire qu'on doit... s'oublier totalement et que voilà, mais on va en parler juste après, vous allez comprendre. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a un bien commun qui existe, que la société est organisée, qu'il y a une autorité, des lois, etc. Et une société parfaite, finalement, c'est une société qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire que la famille, par exemple, ça n'est pas une société parfaite puisqu'elle se suffit pas à elle-même. Il y a besoin de corps intermédiaires, il y a besoin d'autres membres, etc., de plusieurs familles éventuellement pour créer justement cette société où tous les membres peuvent vivre et bien vivre. Et donc l'homme, c'est vrai qu'on le dit souvent, l'homme est un animal social, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une famille justement pour subvenir à ses besoins. C'est pas comme les animaux qui sont très très vite indépendants et qui peuvent vivre tout seuls. L'homme, c'est un animal rationnel. Donc non seulement il doit vivre, mais en plus il doit bien vivre, c'est-à-dire il y a tout c'est pas juste vivre, survivre, on va dire, c'est le côté éducation, instruction, transmission, la justice, la transmission du savoir, etc. Et donc voilà, donc l'homme est un animal politique qui a besoin de cette société pour pouvoir vivre et bien vivre. C'est vraiment la différence entre juste je survis parce que j'ai à manger, à boire et je m'abrite du froid. C'est vraiment bien vivre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est là que je vais rentrer un tout petit peu dans la philosophie, mais vraiment rapidement, c'est qu'on voit dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin qu'il dit en fait l'homme tout entier est ordonné à la communauté entière dont il fait partie. Donc c'est vraiment la partie qui est organisée pour le tout. Donc l'homme qui est ordonné, l'homme est ordonné par rapport à la société politique dans laquelle il vit. Et quel est le bien de l'homme? Eh bien, son plus grand bien, c'est finalement le bien de la cité dont il fait partie. Donc en fait, l'homme va avoir une fin immanente, donc on va dire une fin qui est proche, une fin sur cette terre. L'homme est ordonné au bien commun et après cette fin qui est immédiate, qui est proche, il y a la fin qui est l'objectif qui est plus transcendant et plus lointain d'une certaine façon, qu'on a plus de mal à voir, c'est la vision béatifique, puisque quand on est catholique, on sait que notre but ultime, c'est d'aller au ciel, de voir Dieu et de l'aimer dans l'éternité. Donc l'homme est ordonné au bien commun sur cette terre, on va dire, pour qu'ensuite ce bien commun qu'il va avoir sur la terre l'emmène ensuite vers la vision béatifique du ciel. Donc en fait on voit vraiment que le bien commun politique, on va dire, est ordonné à une fin ultime qui est la vision béatifique. Et donc le premier principe, on va dire, qu'on peut sortir de ce passage de la Somme théologique notamment, c'est de dire que finalement le bien commun politique, enfin politique c'est au sens large, c'est pas la politique telle qu'on l'entend actuellement, mais police, la cité, c'est voilà l'organisation de la cité. Et donc en fait l'homme, quand il va s'ordonner au bien commun, il va pas nier son bien particulier, il sait que c'est dans le bien commun de la société qu'il va trouver son bonheur. Et donc c'est là le premier principe, j'allais dire, qui est assez difficile à comprendre, c'est qu'on est dans un monde qui dit chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est la liberté qui est mal comprise, mal exécutée aussi, entre guillemets, enfin mal vécue, et qui fait qu'en fait on va oublier le bien commun, le bien du plus grand nombre, le bien de la cité, tout simplement, et on va avoir tendance à se dire en fait c'est moi qui compte. Par exemple dans l'histoire du Dalmatien que je racontais tout à l'heure, même si on n'est pas catholique par exemple, on va même pas parler de religion, mais est-ce qu'une société politique a intérêt à reconnaître cet homme en lui disant bah, désormais sur ta carte d'identité ça sera pas homme, ça sera pas femme, ça sera pas non-binaire, ça sera dalmatien? Est-ce qu'un État a intérêt à faire ça? Si on voit l'intérêt
de l'individu, entre guillemets. Lui, c'est mais je veux ça, c'est quand je suis déguisé en dalmatien, que j'aboie au lieu de parler et je ne sais pas quoi, que c'est là que je me sens le mieux, le plus épanoui, c'est ma vie, c'est génial. Bon, voilà, il a peut-être quelques neurones en moins, ça on sait pas, mais voilà, lui, en tout cas, personnellement, il a l'impression que c'est ce qui est bien pour lui et c'est ce qu'il veut et il veut l'imposer après au niveau sociétal, politique, etc. Si on regarde le bien individuel, bon, à la limite, on peut le laisser faire. Mais si on regarde le bien commun, est-ce qu'on a intérêt pour la société à reconnaître ce genre de personne et à lui dire, bah oui, d'accord, t'es un dalmatien, est-ce que c'est vraiment lui rendre service à lui que de le laisser vivre dans une illusion qui ne lui apportera pas le bonheur? Déjà, ça c'est une chose. Et est-ce que c'est intéressant au niveau de la société, du bien commun? Est-ce que c'est bon de laisser ces personnes développer ce genre de lubies, etc., qui sont mauvaises et pour eux, et ensuite pour le fonctionnement de la société, finalement. Donc c'est ça qu'il faut voir, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle dans tous les coins de bienveillance, d'amour, mais en fait, tant qu'ils s'aiment, c'est l'essentiel. Enfin, tant qu'ils s'aiment entre eux, ou tant que les personnes s'aiment entre elles, elles font ce qu'elles veulent. Tant que moi je m'aime, c'est l'essentiel. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux quand les gens parlent d'éducation, par exemple. Tiens, comment tu réagis quand ta fille t'annonce que je dis n'importe quoi, qu'elle va faire quelque chose d'un peu particulier, choisir un métier un peu bizarre. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui ont des chemins de vie un peu particuliers. Et il y a des... Parfois, on demande aux parents, mais comment vous le vivez que je sais pas, que votre fille, que votre fils prenne tel chemin, fasse telle chose, ou s'habille de telle façon, ou peu importe. Sur tous les sujets, c'est ah, mais en fait, tant qu'elle est heureuse, moi ça me va, c'est l'essentiel en fait, elle est heureuse donc bon, et on voit en fait qu'il n'y a plus du tout cette notion de déjà de religion, de soumission à la volonté de Dieu, de vouloir évidemment pratiquer les vertus pour pouvoir avoir cette vision béatifique après notre mort, qu'il n'y a plus non plus la notion de bien commun, qu'il n'y a plus la notion en fait, il y a plus aucune notion objective. On est beaucoup dans le sentimentalisme. Il n'y a plus aucune raison qui fonctionne. Et on est toujours dans les sentiments, l'amour, ce que je ressens, le bonheur. Enfin, le bonheur. Ce qui me procure un plaisir immédiat, on va dire. Et on a du mal à voir l'organisation de la société, le bien de la société, le bien commun et ce à quoi on est ordonné pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment déjà très important de comprendre que finalement, on ne nie pas notre bien particulier, mais c'est dans le bien commun qu'on va trouver son bonheur. C'est un peu comme la notion de liberté. On a l'impression de dire, par exemple, bah oui, mais si t'es catholique, par exemple, ça brime quand même ta liberté. Tu dois tous les dimanches, tu dois aller à la messe. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il faut que tu ailles te confesser. Le carême, il faut jeûner. Le vendredi, t'as pas le droit de manger de la viande. Enfin, ça restreint. On peut avoir l'impression, du moins de l'extérieur, que ça restreint les libertés, que la personne catholique pratiquante est moins libre que les autres. C'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais finalement, on se rend compte, et ça rejoint la parole de notre Seigneur dans les évangiles, que c'est la vérité qui nous rendra libres. Qu'en fait, ce sont des indications, ce sont des panneaux, des rails, enfin, c'est vraiment un chemin qui est là pour notre bonheur et pour nous aider à être heureux, et le bon Dieu, c'est ce qui va nous rendre heureux finalement. Et donc on peut avoir l'impression que c'est brimant ou que ça nous met dans une cage, que ça limite notre liberté, alors que en fait c'est ça qui va nous permettre de nous contrôler et nous épanouir. Ce que je dis souvent, c'est souvent on dit les passions, etc. Enfin, il faut pas avoir de limites, faut suivre ses passions, ses envies, ses idées, ce qui nous donne du plaisir immédiat. Et on a l'impression que c'est ça la liberté. Est-ce que la liberté c'est vraiment ça, ou est-ce que la liberté c'est pas plutôt de réussir à se contrôler et à choisir vraiment ce qu'on veut faire? Finalement, quand on suit ses passions, ses envies du moment, on n'est pas libre, parce qu'en fait on est le jouet de nos passions, on est contrôlé par nos passions. Alors que si on travaille notre volonté et que on a un but particulier, qu'on soit catholique ou pas, et bien là on est maître de nous-mêmes, on est maître de notre corps, on est maître de nos passions, et c'est là qu'on a la vraie liberté, parce qu'on choisit ce qu'on va faire plutôt que de se laisser guider finalement par notre côté plus animal. Et donc les trois, juste pour terminer sur cette société politique, la société
politique peut bien fonctionner uniquement lorsqu'il y a la justice qui règne, l'ordre qui va permettre la paix et l'amitié politique. Donc c'est vraiment ces trois constituantes du bien commun qui sont importantes et qu'on ne voit plus trop à l'heure actuelle. Donc la justice, donc ne pas causer de tort aux autres, l'ordre, l'absence de trouble, donc la paix, et l'amitié politique, importante aussi, j'en reparlerai juste après. Et c'est Saint Augustin qui dit la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et finalement, j'ai eu un sermon dans ma paroisse il y a 2 mois, je crois, là-dessus, sur la paix. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que si on veut la paix, il faut respecter l'ordre établi par Dieu. Et à minima, j'allais dire, si on n'est pas catholique, par exemple, eh bien, essayer de le devenir déjà. Et puis suivre au moins l'ordre établi par la nature, on va dire. Il y a des choses, pour moi, c'est vraiment du bon sens, c'est de l'évidence. Et donc, si on respecte l'ordre établi par Dieu, c'est comme ça qu'on pourra trouver la liberté, la vraie liberté, et le bonheur. Donc ça, c'est vraiment 2 choses importantes. C'est la notion de bien commun ordonné, de bien particulier ordonné au bien commun. Le bien commun, sachant qu'il y a le bien commun sur Terre, et ensuite la vision béatifique au ciel. Et la deuxième notion aussi très importante, vraiment de respecter l'ordre établi par Dieu pour trouver la paix et le bonheur. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on le voit dans la société actuelle, pourquoi elle est de plus en plus décadente aussi, pourquoi on va de plus en plus loin dans l'immoralité, la vulgarité, etc. C'est parce que les personnes essayent de trouver leur bonheur dans des choses un petit peu différentes. Le beau devient le laid, le faux devient le vrai, le mal devient le bien. On essaye de pousser toujours plus les limites en se disant c'est là que je vais trouver le bonheur, j'y vais, j'avance, mais il me faut encore plus, encore plus. Et finalement, on se rend compte que ces gens-là sont sur un mauvais chemin, donc même s'ils vont de plus en plus loin, ils ne trouveront jamais le bonheur. Donc c'est très important d'avoir ça en tête et de se dire qu'il faut respecter l'ordre établi par Dieu pour pouvoir trouver finalement ce bonheur. Et une deuxième notion dont je voulais vous parler dans cette partie un peu philosophique, c'est celle de la responsabilité collective. Donc j'en parlais de l'amitié politique, enfin l'amitié au sens large, c'est vouloir le bien de l'autre, vouloir son bonheur réel. Ça, c'est une notion qu'on trouve de moins en moins. C'est un peu comme ça rejoint un peu la notion de la charité qui n'est pas toujours comprise. On a l'impression que être ami avec quelqu'un, c'est toujours dire oui, c'est toujours être gentil, etc. Et on ne se rend pas compte que, en fait, la vraie amitié, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est vouloir le bien de l'autre. Et parfois, ça requiert de dire des choses un petit peu difficiles, de remettre la personne sur le droit chemin, d'accepter qu'on nous dise des choses difficiles aussi. Moi, je sais qu'avec le recul, parfois sur le moment, les gens disent des choses. Bon, même si c'est dit gentiment, ça vexe un peu notre amour-propre, ça peut nous blesser, ça peut être difficile de se remettre en question, puis finalement, avec le temps, on se dit, non, ils avaient raison de me dire ça, merci à ces personnes-là de m'avoir mise sur le droit chemin, finalement. Donc, il faut penser que, voilà, l'amitié, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre, et il faut également se souvenir que nos choix individuels ont forcément des conséquences à une échelle plus large. Donc sur la société politique. Et donc c'est là aussi que je reviens sur ce que je disais en introduction. Parfois on a l'impression d'être toute petite à notre place et d'avoir vraiment un rayonnement qui est très faible, très limité. Mais on ne se rend pas compte que tous nos choix individuels ont des conséquences à plus large échelle finalement. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier pour se dire que tous les actes que l'on va poser dans le quotidien vont avoir un impact. Ne serait-ce que le fait, par exemple, d'élever une famille. On se dit, oui, enfin voilà, c'est ma famille, c'est restreint. Bon, à la limite, je peux essayer de donner l'exemple à ceux qui m'entourent, à la sortie de l'école ou au bureau, si je me comporte bien, etc. Mais bon, voilà, on se dit, c'est assez limité. Mais déjà, rien que le fait d'éduquer des enfants, la façon dont vous allez les éduquer, ça a quand même un impact direct sur ce que la société va devenir plus tard. Si tout le monde éduque, ou n'éduque pas d'ailleurs, des voyous ou des racailles, la société, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Si vous vous efforcez d'éduquer des enfants qui ont une certaine morale, qui sont catholiques, qui se tiennent bien, qui sont polis, qui sont travailleurs, enfin qui ont certaines valeurs,
et bien là, eux, à leur tour, pourront faire la différence dans la société. Donc c'est très important. Donc nos choix ont des conséquences à plus large échelle. Et ça, c'est ce qui aussi, c'est ce qu'il faut comprendre dans notre époque, puisqu'on voit que, je le disais aussi tout à l'heure, mais notre époque est très égoïste, très égocentrique. Et on a du mal à se rendre compte que finalement, c'est pas mon petit bonheur seulement qui compte. Alors, encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut complètement s'oublier, ne rien faire. Ce qui compte, c'est la patrie, le bien commun, etc. Il y a aussi le bien individuel, bien sûr, mais il faut toujours que ce soit ordonné et nous rappeler que finalement, nous avons une responsabilité. Et ça, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup à l'heure actuelle. Je sais pas si j'en parle aujourd'hui ou dans... Non, ce sera plus dans la conférence que je vais donner cet après-midi, donc je peux en redonner en reparler un tout petit peu, mais on est dans une société très victimaire, par exemple, notamment par rapport aux femmes. Toutes les femmes sont des victimes, elles sont victimes de tout en permanence. Du coup, les vraies victimes, d'ailleurs, on n'arrive même plus à les voir, les pauvres, enfin, elles ont même plus de visibilité, puisque toutes les femmes sont en train de se plaindre de tout, donc même des choses complètement anodines, donc ça noie un peu, on va dire, la cause des vraies victimes. Mais en tout cas, on est dans une société, pas que pour les femmes, d'ailleurs, mais de façon générale, de victimisation, et pas dans une société de responsabilisation. Et donc, il est important de reprendre un peu ça en main et se dire que voilà, je suis actrice de ma vie, je suis responsable de mes actes. Il y a des choses qui dépendent pas forcément de nous, individus, mais quand même on peut toujours, même si on a des difficultés dans la vie, etc., c'est notre attitude qui va déterminer ce qu'on peut faire aussi par la suite. Et le fait de ne pas se considérer comme victime, ça va aussi nous aider à être plus proactifs et faire plus de bien autour de nous. Et donc, normalement, le rôle du politique, on va dire de la société politique, parce que sinon on a l'impression que c'est un peu déprimant par rapport à nos politiques actuelles, mais le rôle d'une société politique parfaite, normalement, c'est de travailler à deux finalités, donc le bien commun et la gloire de Dieu. Ça, c'est vrai qu'on ne le voit plus beaucoup aujourd'hui, mais il faut travailler à cela et prendre conscience, donc ce que je disais, de notre rôle et de l'importance de nos choix, et être prêt aussi à faire des sacrifices pour le bien commun. Ça, c'est ce que je disais, c'est vraiment c'est pas ce que je dis d'ailleurs, c'est saint Thomas qui le dit dans la Somme théologique, mais c'est vraiment l'homme est ordonné à la communauté dont il fait partie. Donc il y a vraiment une hiérarchie en vue du bien commun qui passe donc avant le bien individuel. Et je pense que ça, c'est plus difficile à comprendre souvent pour les femmes. L'homme a généralement une vision à plus long terme, a une vision moins émotionnelle aussi, et je dis bien en général, et qui fait que l'homme en général peut avoir plus de capacité justement à travailler pour ce bien commun, à se sacrifier pour le bien commun et à mettre un peu de côté son bien individuel, on va dire. Et alors que les femmes qui sont plus dans les sentiments, dans la vie proche, la vie quotidienne qui les touche et qui ont peut-être moins une vision à long terme ou lointaine en tout cas, ont parfois plus de mal à comprendre cette importance du bien commun et de se sacrifier pour le bien commun, que ce soit le bien commun de la société ou le bien commun de la famille, par exemple. Le fait que le mari, que souvent, par exemple, dans le schéma traditionnel, on va dire, c'est le mari qui part toute la journée travailler, etc., pour sa famille, ou s'impliquer dans certaines associations, etc., pour le bien commun, justement. Et l'épouse peut avoir un petit peu du mal à le comprendre, parce qu'elle a plus besoin du mari dans le quotidien, près d'elle, etc., et elle va peut-être avoir plus de mal à faire ce sacrifice de se dire, voilà, je le laisse s'impliquer aussi dans des choses qui sont pour le bien commun. Bon, après, toute proportion gardée, bien sûr, il faut aussi s'occuper de sa famille. Je suis pas en train de dire de tous partir et être s'occuper d'associations ou de paroisses plutôt que de s'occuper de sa famille. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et donc, l'homme
comme la femme, doivent tous les deux travailler au bien commun, bien sûr, mais chacun le fait à sa manière, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes talents, la même force, la même façon de fonctionner, la même psychologie, le même physique, ni quoi que ce soit. Et bon, on a aussi des choses en commun, heureusement, mais on a aussi des différences, et donc chacun le fait à sa manière. Donc comme je le disais, il y a des choses moins évidentes peut-être pour la femme et plus évidentes pour l'homme, mais en tout cas c'est capital que chaque sexe reste à sa place pour que finalement la société puisse tendre plus facilement au bien commun. Le bon Dieu nous a créés hommes et femmes, il nous a créés complémentaires, et donc c'est ensemble, c'est la fusion de nos talents, j'allais dire, qui fait qu'on va travailler ensemble au bien commun. Et comme on le sait, enfin je pense que vous le savez, comme j'ai dit, la société actuelle est très égoïste, très individualiste. On va penser à l'individu toujours, au lieu de penser au bien de la société également. Et la société actuelle est devenue également très androgyne. Donc on a une société qui veut gommer les différences hommes-femmes, qui veut nous faire croire que un homme c'est une femme c'est un homme, peu importe, c'est interchangeable. Et bon, ça j'en reparlerai plus dans la deuxième partie, mais en tout cas on peut voir justement les deux écueils à éviter particulièrement. Ça va être celui de la société individualiste, de l'indépendance à outrance, c'est-à-dire que surtout pour les femmes, on nous dit tout le temps que la femme doit être indépendante. Alors avant on nous parlait de l'indépendance financière, maintenant on nous parle de l'indépendance affective aussi, c'est-à-dire c'est pas si bien que ça d'être amoureuse de quelqu'un par exemple, parce que ça veut dire qu'on dépend affectivement de cette personne, et bon c'est quand même une forme de dépendance, donc c'est pas terrible, il vaut mieux éviter, faut vraiment être indépendante complètement, et là ça commence à aller de plus en plus loin. C'est vraiment chacun qui vit pour soi, et ce qui compte c'est moi. Et les deux écueils à éviter, j'allais dire, c'est les hommes un peu primaires qui considèrent que les femmes sont des, on va dire, distributeurs de plaisir et de services, et qui s'intéressent pas vraiment à elles ou à leur relation de couple. Et ça, je le dis même chez les catholiques, hein, c'est vraiment, voilà, la femme est censée faire ci, faire ça, rendre service, bouger, s'occuper de la famille, et c'est son rôle, c'est très bien, on la laisse et on ne cherche pas plus loin. Et les femmes, ce que je dis primaires, mais dans le sens voilà, qui ont du mal à voir certaines choses, et notamment qui ont du mal à chercher des véritables qualités chez un homme, et qui finissent par faire des mauvais choix et à être déçus. Donc c'est des choses à comprendre aussi dans le fonctionnement des relations hommes-femmes pour ne pas se tromper et pouvoir avoir une belle complémentarité. Et d'ailleurs, quand je parle de complémentarité homme-femme, c'est pas seulement en matière de couple, c'est vraiment de façon générale, même si ça se voit plus dans le couple évidemment, mais à l'échelle de la société, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se compléter, même entre collègues, entre amis, dans une famille, etc. C'est important qu'il y ait cette dynamique, on va dire, de complémentarité homme-femme. Donc attention à ne pas tomber dans une société individualiste, et à ne pas tomber non plus dans une société androgyne, à tous les niveaux, au niveau vestimentaire, au niveau du travail, au niveau des postures, des attitudes, etc. Et surtout la société actuelle vit, enfin se déroule, on va dire, à travers un prisme conflictuel. C'est vraiment l'homme et la femme sont des ennemis, sont en lutte pour avoir le pouvoir, et finalement on ne les présente plus comme complémentaires, mais vraiment comme des ennemis, et il y en a un qui doit gagner, qui doit prendre le dessus, et c'est ce que les féministes essayent de faire notamment, parce qu'elles disent donc qu'elles veulent retrouver, entre guillemets, l'égalité qu'elles ont perdue. Donc le but c'est de se remettre au même niveau. Finalement on s'aperçoit quand même, avec tout ce qu'on voit dans les médias, que c'est pas seulement se remettre au niveau, finalement c'est aussi se venger. Enfin, c'est se remettre au niveau, puis se venger pour tout ce qu'elles ont vécu dans le passé à cause des hommes. Et puis ensuite, finalement, ça va être de se présenter comme être supérieure aux hommes, et parce qu'elles le valent bien, et que c'est comme ça, et que la société sera certainement plus heureuse d'après elles si ce sont les femmes qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Donc
Donc on voit vraiment que la chose peut-être sur laquelle la femme doit le plus travailler, qui est le moins évident pour elle, c'est de comprendre et d'accepter que la partie est ordonnée au tout et que le bien commun passe avant le bien individuel. C'est accepter aussi les rôles différents et complémentaires de l'homme et de la femme et en tirer aussi la conclusion qu'il n'y a pas besoin de grandes actions très éclatantes pour être utile et faire le bien, mais qu'on peut le faire chacune à notre échelle, et que quand c'est par exemple l'homme qui a plus d'actions éclatantes ou qui fait plus de choses à l'extérieur du foyer ou des actions plus visibles, etc., finalement la femme avec ses qualités propres, c'est elle qui aura permis à l'homme, qui aura mis les conditions nécessaires pour que l'homme puisse travailler au bien commun aussi. Donc évidemment ça lui revient aussi, enfin il y a une certaine gloire, un certain mérite qui lui revient parce qu'elle a mis toutes les conditions en place pour que l'homme puisse travailler à ce bien commun. Donc évidemment la femme a un rôle très important, c'est ce qu'on dit, oui, c'est vraiment un rôle complémentaire. J'avais vu un documentaire là-dessus sur la famille royale d'Angleterre, et il parlait un petit peu du rôle donc du prince William et de la princesse de Galles, de Kate Middleton, et il disait que voilà, lui, c'est sûr qu'il a un rôle qui est presque, alors c'est pas une question de visibilité parce qu'elle est visible aussi, mais lui, il a un rôle peut-être plus actif, etc., plus politique presque, alors qu'elle, c'est vrai qu'elle avait plus un rôle dans les associations, je sais pas, la recherche médicale, donner de la visibilité à certaines causes sociétales, etc. On le voit bien même dans comment ça s'appelle, dans les règles pas de bienséance, mais dans les règles d'étiquette, le protocole, elle doit toujours être derrière lui, etc. C'est lui qui a toujours la priorité et tout. Et en fait, dans le documentaire, c'était très bien parce qu'ils expliquaient que c'est pas du tout pour invisibiliser. Ouais, je sais pas si c'est le bon mot. Bref, c'est pas du tout pour la rendre, elle, invisible, ou pour faire croire qu'elle a un rôle moins important, pour la mettre derrière, etc. Mais c'est que finalement, chacun joue. Enfin, ça va être presque un jeu de complémentarité. Donc lui, il va presque être en tant que chef, un futur héritier, etc. Il va être plus en avant sur la politique, etc. Et puis elle, ça va presque être plus le social, les relations humaines, tisser des liens avec telle ou telle personne des autres familles politiques. Et finalement, chacun va avoir son rôle à jouer pour que ça se déroule bien. Et le rôle de chacun est important et en fait, sont complémentaires, tout simplement. Bon, c'était un exemple comme ça, mais pour faire comprendre que le rôle de chacun est important, et il vaut mieux se voir comme associé et comme complémentaire, plutôt que de vouloir se tirer dans les pattes et essayer de prendre le pouvoir. Donc voilà ce que je voulais vraiment rappeler dans cette première partie, parce que je pense que si on n'a pas ces grands principes-là de bien individuel, bien commun, la société politique, l'amitié politique, l'impact de nos choix individuels, on ne peut pas vraiment comprendre comment reconstruire la société par nos petites actions, enfin nos actions qui peuvent nous sembler petites, parce que j'y reviendrai, mais je reçois énormément de témoignages de femmes qui, par des petits changements, enfin des changements qui leur semblaient en tout cas petits en apparence, ont réussi à changer leur vie et de plein de points de vue différents, et ça c'est hyper important de le comprendre. Alors dans cette deuxième partie, je voulais vous parler, je surveille l'heure quand même en même temps, pour pas trop dépasser, je voulais parler du fait d'être une femme féminine, pour ce qui peut paraître d'ailleurs un pléonasme, mais bon, à notre époque il vaut mieux le rappeler. Merci. Une femme féminine qui va finalement pouvoir s'accomplir en tant que femme et suivre sa vocation de femme dans la société. Donc c'est Léon Bloy qui disait: plus une femme est sainte, plus elle est femme, mais on peut aussi dire plus une femme est femme, plus elle est sainte. En fait, ça rejoint ce que je disais, la phrase de Saint Augustin, la paix c'est la tranquillité de l'ordre. Quand on suit l'ordre établi par Dieu, c'est ça qui va nous donner le bonheur. Et quand on suit la féminité, la vocation féminine que le bon Dieu nous a donnée,
c'est comme ça aussi qu'on va trouver le bonheur. C'est pas en essayant de ressembler à un homme, mais c'est en étant vraiment, en essayant d'accueillir la nature que le bon Dieu m'a donnée, de la déployer. C'est ça qui va plaire au bon Dieu. Le bon Dieu nous a créés en tant qu'homme ou en tant que femme, et il veut qu'on se développe, qu'on s'épanouisse en tant que tel. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra nous trouver le bonheur, mais aussi lui plaire et faire le bien autour de nous, tout simplement. Et donc, plus on accueillera ou plus on assumera notre nature, plus la grâce, c'est aussi l'histoire de la nature et de la surnature, plus la grâce pourra s'y épanouir. Voilà, ça je le dis pour les personnes qui sont catholiques, mais évidemment c'est important par rapport à la pratique des vertus, etc. Et pour moi justement, enfin en parlant des vertus, la première chose à faire, à laquelle on ne pense pas toujours, parce que comme je le dis, on pense plus à faire des actions éclatantes, à être visible, à bouger, etc. La première chose, c'est déjà donc d'accueillir notre nature féminine et ensuite d'essayer de nous sanctifier en tant qu'individu, avant de vouloir toujours sanctifier les autres ou convertir les autres. Essayons déjà de nous convertir, nous, même si on est catholique, on a une conversion à faire, c'est abandonner le péché et faire tout pour être en état de grâce et plaire au bon Dieu et tendre à la vertu et surtout ne pas être dans un état d'esprit de faire le minimum. Je pense que en tant que être humain avec le péché originel, etc. Déjà on est assez tenté finalement de faire le minimum d'efforts, quoi. Parce qu'un effort c'est difficile, c'est normal. Les sacrifices c'est difficile. Penser aux autres avant de penser à soi, c'est un effort aussi. Et donc déjà par le péché originel ça peut être compliqué. Et en plus on vit dans une société qui est tellement tombée bas que finalement, quand on fait le minimum, c'est déjà quand même un gros effort. Enfin, ça nous paraît, on n'est plus, on n'est plus au temps de, je sais pas, Saint-Louis par exemple, dans une société catholique où tout le monde se tire vers le haut, tout le monde est pratiquant, enfin tout le monde globalement quoi, et où on se tire tous vers le haut, c'est assez facile, il y a une sorte d'émulation, de motivation collective, et ça nous porte et ça nous aide, et il y a les grâces qui vont avec, etc. Finalement, quand on se retrouve dans la société actuelle, c'est un peu plus compliqué, donc déjà qui est anticlérical, qui est immoral, etc. Enfin, sur beaucoup d'aspects du moins. Et on va avoir déjà se dire, je vais à la messe tous les dimanches, je continue de prier, j'essaye de garder la chasteté selon mon état, j'essaye d'éduquer mes enfants d'une façon catholique, j'essaie de garder la foi, alors que j'ai très peu de personnes de mon entourage, parfois on n'a même pas sa famille qui est croyante autour de soi, ça devient très vite très difficile d'avoir une vie vraiment catholique et fervente. Et donc on peut être tenté effectivement de faire juste le minimum. Donc c'est très important de prendre conscience de ça et de se dire, alors ça veut pas dire qu'il faut juste se dire tiens je vais être en prière toute la journée ou je vais enchaîner les rosaires, les chemins de croix et tout le temps être en prière, hein. C'est pas ça, ne pas être tiède. Mais c'est ne pas être dans un état d'esprit où je fais le minimum, mais où j'essaye d'être généreuse dans la vertu, de vraiment faire des efforts, les faire volontiers et les faire à mon niveau. C'est-à-dire on va pas se comparer aux autres sans cesse. Bon, parfois ça aide parce que ça nous permet de nous améliorer, ça nous met des bons exemples, on a envie de les suivre, mais essayons de voir nous, qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous, ne pas hésiter aussi à avoir un confesseur, enfin que ça soit toujours le même confesseur ou un père spirituel qui va nous guider et nous aider selon aussi notre tempérament, notre vécu, notre histoire, etc., qui va pouvoir nous guider pour nous faire avancer vraiment vers le bien. Et ça déjà, ça va être une belle façon d'être féminine, déjà juste en prenant soin de notre relation à Dieu. Bon, bien sûr, je m'adresse particulièrement aux femmes pendant cette conférence, ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas s'approcher de Dieu. Il y a des choses qui sont valables pour les deux, bien évidemment. Mais donc, notre quotidien, l'offrir, faire les choses par amour pour Dieu. Je ne sais pas si vous êtes mère au foyer et que vous changez des couches toute la journée, que vous faites des lessives toute la journée, que c'est un peu toujours la même chose qui revient, les enfants qui pleurent, préparer le repas, tout ranger, tout nettoyer, recommencer, etc. en boucle, et tout faire par amour pour Dieu, tout offrir. Et c'est un très beau livre
Teresa Dmowska, qui s'appelle Les yeux fixés au ciel, je crois, ou sur le ciel, et où elle parle, enfin c'est un peu comme un journal spirituel, et elle explique tout ce qu'elle fait, par exemple quand elle fait le ménage chez elle, bon c'est toujours les mêmes tâches, etc., c'est pas très drôle, et puis quand elle fait son ménage, elle dit mon Dieu, est-ce que vraiment je prends soin de mon âme autant que je prends soin du sol de la maison? Enfin, est-ce que je prends soin de autant le nettoyer que je voudrais laver et nettoyer mon âme, par exemple? Ou quand elle s'occupe de ses enfants, etc., elle a toujours des comparaisons. Elle dit que elle, son autel, c'est pas à l'église, c'est dans la maison, voilà, c'est son tabernacle, c'est là qu'elle peut se sacrifier au quotidien. Et donc, c'est ça qu'il faut penser aussi. Et puis, si on n'est pas mère de famille, qu'on est dans un travail, je sais pas, qui nous ennuie, qui est difficile, ou qu'il y a des collègues un peu compliqués, etc., eh bien, voilà, l'offrir aussi, et penser à toute la vie de la Sainte Vierge et de Jésus, enfin toutes les 30 années, la trentaine d'années cachées où ils vivaient comme une famille, la Sainte Famille, mais voilà, la Sainte Vierge aussi, elle changeait des couches, elle s'occupait du ménage, Saint Joseph et le Christ faisaient un métier manuel qui n'était pas forcément facile, ils roulaient pas sur l'or, enfin voilà, peut-être penser aussi à la Sainte Famille pour nous inspirer et nous aider à nous tirer vers le haut, tout simplement. Et puis être plus féminine, bon ça j'avais noté aussi dans... C'est pas que extérieur bien sûr, mais il y a aussi quand même, ça compte, les vêtements, l'attitude, les paroles aussi, c'est la façon de se tenir, essayer d'avoir plus de douceur, une certaine lenteur aussi, accueillir vraiment l'autre, que ce soit être plus attentive à l'écoute, etc. Et essayer vraiment de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais être nous-mêmes pour mieux rayonner. Et être nous-mêmes, c'est... pour être soi-même, il faut mieux se connaître. Pour moi, vraiment, c'est mieux se connaître pour ensuite mieux rayonner. Et mieux se connaître, pour les femmes, c'est déjà connaître le fonctionnement de leur corps, de leur cycle, tous les médias, et même tout ce qui est pilule, etc., ça gomme complètement le cycle de la femme, alors que l'homme est vraiment linéaire et la femme est cyclique, fonctionne plus comme avec un cercle, et des vagues plutôt, on peut dire ça aussi. Et donc c'est hyper important de bien se connaître pour mieux se comprendre et être plus à l'aise avec son corps, notre fonctionnement, nos hormones, etc. Et pouvoir ensuite mieux réaliser aussi nos projets, parce qu'on va savoir les périodes où on est plus créative, les périodes où au contraire on a plus besoin de se recentrer un petit peu sur nous, penser à tout notre fonctionnement pour, optimiser finalement notre vie et notre temps, et laisser de la place pour les autres aussi. Ça c'est très important, pas que pour les femmes, mais comme je m'adresse surtout à vous, c'est en fait j'aime bien cette image, mais quand on est plein de soi, il y a plus de place finalement ni pour Dieu ni pour les autres. Donc essayez de presque se déposséder de soi-même, c'est peut-être pas la bonne expression, mais chaque chose a sa place, bien sûr, il faut aussi prendre soin de soi, mais toujours laisser une place pour Dieu et une place pour les autres, que ce soit du bénévolat, que ce soit être dans des associations, aider à la paroisse, visiter notre voisine qui est un peu âgée et puis qui est toute seule ou qui a pas beaucoup de visites. C'est vraiment pour lutter contre cette société individualiste aussi, c'est vraiment ça, c'est ne pas se renfermer sur soi-même et essayer d'avoir ce rayonnement autour de nous. Encore une fois, c'est pas un rayonnement, faut pas chercher à aller à 10 000 km et faire des grandes choses, mais juste, comme je disais, visiter sa voisine, parler à quelqu'un qui vient d'arriver à la paroisse, qui est peut-être un peu seul, essayer de faire le bien à notre échelle, à notre niveau, autour de nous, très important. Et pouvoir être disponible pour les autres, et connaître le mode complétif et le mode réalisatif, on va dire. Donc le mode réalisatif, c'est plus mener ses projets, écrire, inventer, et le mode complétif, c'est plus prendre soin des autres. Donc c'est vraiment cet équilibre entre les deux. C'est à la fois, bien évidemment, prendre du temps pour soi, mais aussi prendre du temps pour les autres, et ça aussi, ça peut se faire en fonction de son cycle quand on le connaît. Et d'ailleurs, c'est super triste, je reviens sur le cycle, mais c'est très triste de se dire que
surtout avec le féminisme, la libération sexuelle, etc. On a vraiment voulu gommer cette spécificité féminine et toute cette richesse féminine. Et je trouve ça très triste parce que quand on connaît son cycle, déjà on sait que tout notre corps se prépare tous les mois pour donner la vie. Donc dire que la femme n'est pas faite pour la maternité, c'est quand même un petit peu exagéré, mais j'en reparlerai juste après. Et puis on se rend compte que c'est finalement ce qui va faire aussi notre richesse par rapport aux hommes qui vont être plus linéaires. Et donc c'est très important de connaître nos humeurs, notre énergie, les façons de se ressourcer, etc. C'est ce qui va nous aider à être plus effectifs, je pense, dans notre vie, dans nos actions. Et puis donc la maternité, je viens d'en parler, mais c'est vraiment un mystère qui va transcender la femme. Il y a beaucoup de femmes qui le disent, enfin pas toutes, parce que chacune ne le vit pas de la même façon, mais beaucoup qui disent que vraiment la maternité les a changées, que c'est quelque chose d'énorme, enfin de se dire en fait j'ai donné la vie à un individu, et surtout se dire qu'en fait on est co-créateurs, enfin l'homme et la femme sont co-créateurs de la vie avec le bon Dieu, puisque le bon Dieu va insuffler l'âme de ce petit enfant. C'est pour ça que souvent on parle du mystère de la femme ou d'une dignité particulière, etc. Enfin, par rapport à son corps qui doit vraiment être protégé, etc. C'est parce que vraiment le corps de la femme va être le cocon de la création d'une nouvelle vie. Enfin, le bon Dieu va vraiment infuser la vie directement dans le corps de la femme, enfin avec l'âme du bébé. Enfin, c'est quand même très beau, ça lui confère une dignité particulière, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un certain presque un côté sacré entre guillemets à la maternité. Et bien sûr la maternité peut se faire de façon différente, charnelle, on va dire, mais aussi spirituelle. Je pense aux religieuses. Quand on est marraine, par exemple, d'une certaine façon, c'est quand on est marraine d'un enfant, c'est d'une certaine façon, c'est une forme de maternité. Quand on est enseignante aussi, c'est une certaine forme de maternité, infirmière, etc. Donc il y a plusieurs façons toutes les femmes ne sont pas appelées à être mères physiquement, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, ça c'est évident, même si on le vit pas toutes de la même façon. Mais notre corps nous rappelle tous les mois, entre la puberté et la ménopause, notre corps nous rappelle tous les mois qu'on peut être mère quand même. Donc on est vraiment orienté vers ça. Autre chose, tant que je parle un petit peu du corps, mais par rapport aussi à l'intériorité de la femme, donc ça se voit déjà dans son anatomie, donc la femme est intérieure par rapport à l'homme. On va dire que ses organes de reproduction sont cachés comme un bien précieux, et il y a vraiment toute cette capacité d'accueil que l'on voit. La femme va vraiment accueillir la vie dans son corps bien sûr, mais ça se voit aussi du coup ce que je disais dans donner son temps aux autres, etc. C'est vraiment une capacité aussi qui va être dématérialisée, on va dire, mais c'est à la fois dans son corps et à la fois dans sa vie. Donc c'est important de le comprendre et de voir et de mettre à profit, j'allais dire, cette capacité d'accueil, cette empathie, l'attention aux autres qu'on peut avoir. Souvent une femme va détecter plus ce genre de choses par rapport aux hommes. Elle va plus facilement voir, tiens, là il y a une personne, elle est nouvelle, tiens, celle-ci elle a l'air un peu triste, je vais peut-être aller lui parler, etc. Donc voilà, c'est toutes nos qualités qu'il faut qu'on mette en application. Et au contraire, le féminisme et la société ont voulu extérioriser les femmes. On a plus ce don d'intériorité, on va dire, et la société veut vraiment nous extérioriser, nous rendre vulgaires, nous rendre vulgaires dans nos attitudes, nous rendre aussi par rapport à nos vêtements, le fait d'être très déshabillé plus qu'habillé, ça aussi c'est pour tout extérioriser, tout montrer et ne plus avoir cette capacité d'accueil, cette intériorité, etc. Nous faire parler comme des poissonnières, enfin c'est plein de petites choses qui font que on veut vraiment, oui c'est ça, extérioriser la femme au lieu de l'aider à garder son intériorité. Et l'intériorité, c'est pas juste, ça veut pas dire se taire, ne rien dire, être dans son coin, hein. C'est simplement avoir cette vertu, cette qualité de faire attention aussi aux autres, d'avoir ce recueillement aussi, cette piété, etc. Tout est lié. Et puis j'avais noté aussi, pour mieux se connaître, connaître aussi, donc connaître son corps, et mieux connaître aussi sa silhouette. Bon, ça j'en parle, il y a les petits livrets que vous pouvez acheter là qui sont au fond, ou qui sont
sur le blog gratuitement en PDF. Mieux connaître son corps, ça peut paraître assez, enfin sa silhouette, ça peut paraître basique, mais c'est ce qui va permettre aussi de se sentir mieux dans sa peau, parce que on va être plus à l'aise dans nos vêtements, parce que nos vêtements vont nous mettre en valeur, vont bien nous aller, on va être plus confortable, on va dire, et on va davantage rayonner. Une femme qui s'habille avec des vêtements qui ne lui vont pas, ou une femme qui s'habille avec une coupe et des couleurs qui vont la mettre en valeur, elle va tout de suite paraître plus à l'aise, rayonner, avoir plus confiance en elle et pouvoir faire plus d'apostolat aussi. Et puis c'est important aussi, je parlais de société androgyne, mais donc aussi dans nos vêtements d'essayer d'être vraiment féminine et de nous distinguer des hommes. Donc bien sûr la robe et la jupe sont encore l'apanage des femmes, même si ça commence à arriver chez les hommes aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment, en France, à notre époque, c'est l'habit féminin par excellence. Et puis voilà, c'est important de se distinguer, ne serait-ce que visuellement. Je trouve ça tellement triste, parfois dans la rue, on voit des familles entières qui sont habillés tous de la même façon, hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, tous jeans, basket, t-shirt noir. Bon voilà, c'est un petit peu dommage et il faut que la différence homme-femme puisse se voir aussi de façon visuelle. Et l'homme n'a généralement pas envie d'avoir un autre homme à côté de lui. Il veut une femme féminine. Et pour mieux se connaître, j'avais noté aussi les défauts un petit peu à combattre pour les femmes. Bon, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'articles et de conférences, donc je vais pas trop développer. Vous pouvez retrouver ça facilement sur le blog. Mais il y a notre sensibilité qui est mauvaise conseillère généralement, qui peut nous faire des choses bien. Donc c'est juste une question, c'est pas tiens je veux être une fille insensible désormais. C'est juste qu'il faut la dompter. Donc l'utiliser pour faire le bien et essayer de la combattre pour tous les défauts tous les travers dans lesquels elle peut nous faire tomber. La sensualité, j'ai noté, avec notamment le désir de toujours plaire, d'avoir l'attention sur nous, etc. Les caprices, le bavardage, l'égoïsme, le fait, ça j'en reparlerai un petit peu après, le fait de materner les hommes ou alors au contraire trop les dénigrer. Bon, il y a pas mal de défauts sur lesquels on peut travailler. Je sais que c'était les premières fois où j'ai parlé des défauts des femmes, bon, ça remonte à il y a longtemps, mais c'est vrai que ça a presque tout de suite un peu choqué, alors que d'ailleurs je me mets dans ces défauts-là. Enfin, voilà, on doit toutes travailler là-dessus, je pense. Enfin, on a peut-être chacune nos défauts particuliers, mais bon, on a toutes des défauts qu'on doit combattre en tout cas. Et c'est vrai que la société actuelle présente toujours les femmes comme parfaites. On n'a pas trop le droit de critiquer. Et puis même pas que les femmes d'ailleurs, c'est un peu comme l'amour, la bienveillance. C'est en fait tel que tu es bien. Et tu n'as rien à changer. Bon, j'avoue, ça s'applique plus aux femmes qu'aux hommes dans notre société, parce que les hommes, ils sont tous méchants, c'est bien connu. Mais c'est vrai que les femmes, souvent, on tombe sur beaucoup sur les réseaux sociaux, très régulièrement, je tombe sur des publications, t'es belle, t'es parfaite, ne change rien, sois toi-même, etc. Alors c'est bien d'essayer d'instaurer une certaine indulgence envers soi-même, par exemple, par rapport à tous nos complexes, etc. C'est bien de vouloir encourager, de vouloir essayer que les femmes prennent confiance en elles. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de complexes, se sentent mal dans leur peau, se sentent mal dans leur vie. Donc c'est très bien de travailler là-dessus. Mais est-ce que ça doit passer par le mensonge ? Ben non, je pense pas. Je pense qu'on peut très bien dire, toi t'as telle qualité, c'est très bien. Faut que tu mises dessus, faut que tu développes cette vertu, cette qualité humaine, etc. Mais par contre, t'as tel défaut à corriger. Et voilà, il faut avoir conscience de ces défauts pour pouvoir ensuite s'améliorer, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'on nous dit tout le temps t'es parfaite, alors qu'on sait que c'est pas le cas, et c'est pas ça qui va faire, comme je le disais au début, c'est pas le fait de faire ce qu'on veut quand on veut, etc., qui va nous rendre heureuses. Je pense que les femmes aujourd'hui n'ont pas l'air très heureuses ni très épanouies, ça dépend peut-être desquelles, mais globalement on a l'impression que la qualité, enfin pas la qualité de vie, mais oui, l'état général mental ne s'est pas forcément amélioré, malheureusement. Donc il faut essayer de vraiment combattre nos défauts, connaître notre tempérament aussi, ça peut nous aider à bien nous développer et nous épanouir. Donc c'est toutes ces choses-là, sur toutes ces choses-là, essayer d'être plus féminine de façon générale. Et j'espère que j'en parlerai après, peut-être, mais bon, par rapport au métier, etc. Mais je crois que j'en parle après. Et donc c'est pour la troisième partie.
Donc je voulais vous parler de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse. Je vais le faire dans le bon ordre, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant qu'éducatrice. Et donc on l'a vu, donc la famille, c'est la base de la société, c'est la première cellule, même si elle est imparfaite au sens de société politique, mais c'est quand même la première cellule de la société. Et il faut essayer de rétablir l'ordre naturel dans la famille. Et ça passe par le respect des rôles et des responsabilités de chacun. Comme je l'ai dit, l'homme et la femme ne sont pas pareils, et donc chacun a son rôle à jouer. Et on voit en fait, donc c'était pour ça le titre de la conférence aussi, comment la femme peut déjà essayer de remettre de l'ordre dans son foyer et ensuite donc dans la société tout entière, enfin reconstruire un peu la société. C'est aussi en retrouvant son rôle vraiment dans la famille. La société essaye de mettre le désordre dans la famille. Déjà la confusion des rôles entre l'homme et la femme, la confusion de la place de l'enfant. L'enfant devient un enfant roi ou alors devient adulte beaucoup trop tôt. Donc il y a pas mal de choses qui sont désordonnées. Et donc il faut réapprendre à respecter l'autorité du père, par exemple, qui travaille pour le bien commun et pour la perfection essayer de perfectionner la famille. Et les femmes ne sont pas là juste pour faire un peu les tâches logistiques, opérationnelles, on ne fait rien. Les hommes font le travail et puis nous, on passe juste la serpillière et on fait les repas. Non, pas du tout. On a vraiment notre rôle à jouer. On doit vraiment seconder les hommes, les épauler, prendre nos responsabilités. Et pourquoi les seconder ? Parce que c'est ce que le bon Dieu nous demande. Il suffit de relire la Genèse sur la création d'Adam et Ève, la hiérarchie qui est pas... Comme dans toute société, en fait, il faut une hiérarchie. La famille, c'est une toute petite société, mais c'est une société quand même. Et donc, c'est important d'avoir cette hiérarchie, d'avoir quelqu'un qui a l'autorité, qui décide. Et ça ne veut pas dire que la femme ne fait rien, ça ne veut pas dire que la femme obéit aveuglément, ça ne veut pas dire que la femme devient une serpillière et qu'elle est bonne à rien et qu'elle a le droit de rien dire. Pas du tout. Elle est vraiment le bras droit de l'homme, mais il y a quelqu'un, au final, qui a quand même l'autorité. Et ça, c'est difficile à comprendre de nos jours, mais c'est important de le rappeler pour rappeler qu'il faut de l'ordre dans la famille, à petite échelle, à plus grande échelle, et ensuite remettre de l'ordre dans la société tout entière. Alors, être épouse. Je vais quand même passer rapidement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah oui, mais t'es pas marié, tu peux pas savoir. » Bon, voilà, c'est un peu comme quand on dit au prêtre « Vous êtes pas marié, vous pouvez pas savoir. » Bon, après, je suis pas prêtre non plus, mais j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu aussi. Je reçois énormément de témoignages, et donc je ne me base pas sur ma vie, mais sur tout ce que j'ai pu entendre, voir ou lire pour donner. C'est pas du tout des ordres, c'est pas du tout faites ceci, faites cela. Je donne des pistes de réflexion. Après, chacune en fait ce qu'elle veut. Et puis je sais qu'il y en a, ça leur apporte quelque chose. Il y en a d'autres qui ont déjà aussi beaucoup lu ou mis plein de choses en place dans leur vie, donc tant mieux. Mais et comme je le disais, bon là je vais dire des choses sur les relations hommes-femmes, mais qui peuvent aussi s'appliquer pas que dans le cadre du couple. Hein, ça peut être aussi les amitiés au travail, etc. Et donc l'important c'est alors déjà choisir un homme bien, c'est bête, mais bon, ça peut être utile parce que comme je le disais, on suit l'autorité de l'homme. Donc si on se soumet à l'autorité d'un homme qui nous fait aller dans la mauvaise direction, c'est effectivement un petit peu compliqué et il faudra plus le suivre. Hein, donc après ça met beaucoup de désordre. Donc évidemment bien choisir son mari et aider nos enfants à faire de même. Et par rapport aux filles, ce que je trouve assez important dans l'éducation des filles notamment, c'est que les papas leur fassent plus de compliments. Alors pas juste je t'arrose de compliments du matin au soir. Gratuitement et voilà, mais montrer aux filles que je sais pas, leur dire par exemple qu'elles sont belles, qu'elles t'as une jolie robe, enfin j'en sais rien, leur faire des compliments qui soient vrais bien sûr, qui soient justes pour qu'elles parce que les femmes ont un réservoir d'amour à remplir et quand il est pas rempli, elles vont avoir besoin ça va nous rebooster on va dire et si on ne se sent pas aimé ou si on sent qu'on ne plaît pas ou que peut-être on n'a pas notre place ou etc. Ou qu'on n'est pas un peu admiré entre guillemets,
enfin aimer en tout cas, eh bien ça va nous démotiver pour tout. Donc c'est très important que notre réservoir soit rempli. Et si il n'est pas rempli par les bonnes personnes, on va dire, donc si on est jeune par notre père, nos frères, etc. Eh bien finalement on va rechercher autre part cette reconnaissance, ce besoin d'amour, de plaire, etc. Et qui peut passer donc notamment par exemple par beaucoup de sensualité, ou alors être s'habiller de façon très courte ou vulgaire parce qu'on veut attirer l'attention, pas forcément dans une mauvaise intention au départ, mais pour justement avoir de l'attention, avoir quelqu'un qui nous regarde, qui nous dit qu'on est belle, etc. Et on va être prête à tout pour obtenir ça. Donc effectivement, il faut faire attention, et c'est très important dans l'éducation des filles de leur faire comprendre, déjà de leur faire comprendre ce fonctionnement et de les aider à remplir leur réservoir autrement, si je puis dire. Et puis respecter son mari, l'admirer, lui laisser son rôle de protecteur, ne pas toujours lui dire quoi faire. Ça, c'est pas toujours facile. On a toujours besoin que les choses soient faites à notre manière. En même temps, on veut que le mari aide, ou le mari ou le frère, ou peu importe. Hein. En même temps, quand les hommes nous aident, tout de suite, on leur fait des remarques. « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ah, mais t'aurais dû mettre le truc là en premier, choisir cette couleur, je sais pas quoi. » Donc, on veut qu'ils aident, et quand ils aident, en fait, on va tout de suite les casser, et sans le vouloir. En fait, on va même pas se rendre compte, d'ailleurs, que ça les casse un peu et que ça leur donne pas envie de continuer. Donc, essayer de les laisser faire à leur manière, et puis lui montrer que voilà, qu'il est respecté, qu'on se sent en sécurité avec lui, ne pas essayer de le changer, de l'infantiliser, de le critiquer devant les autres. Le mari, c'est pas un enfant, c'est pas un xème enfant dans la famille, c'est votre mari, quoi. Donc on peut pas se comporter comme lui avec un enfant. Croire en lui, lui montrer qu'on l'admire et qu'on lui fait confiance, quoi, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut apporter à la famille, etc. Ça, c'est important. Et susciter en lui l'envie de vous choyer et de vous protéger. C'est vrai que quand on arrive et si on est toujours je suis indépendante, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'hommes, etc., etc. Et on le voit d'ailleurs dans la société actuelle, il y a beaucoup d'hommes qui hésitent à être galants, à tenir une porte, à laisser passer en premier dans l'ascenseur, à proposer de porter une valise dans le métro, par exemple. Et il y en a beaucoup qui hésitent à le faire. Déjà parce qu'il y a beaucoup de fois où ils se font rembarrer un peu méchamment, et puis parce qu'ils se disent non, t'as voulu l'indépendance, t'as voulu être toute seule, t'as voulu te débrouiller, tu veux être l'égale de l'homme, c'est vrai, enfin moi je les comprends, hein, de réagir comme ça. Donc essayons nous de susciter l'envie, et ça je le vois, ça passe énormément par la tenue vestimentaire notamment, de susciter des compliments, une certaine attention, mais qui est pas du tout ni malsaine, ni intéressé, ni quoi que ce soit, mais comme on va un petit peu sortir du lot par une certaine élégance, discrétion, féminité, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et c'est vrai que pour des hommes qui sont entourés très très souvent, que ce soit dans les publicités ou dans la rue, de femmes qui sont plutôt vulgaires, indécentes, et un peu qui voient les hommes comme leurs ennemis, voilà, les hommes, ça va les aider à voir des femmes qui sont plus complémentaires et qui sont vraiment féminines et qui les respectent, quoi. Donc ça, c'est important, que ce soit dans le mariage ou dans d'autres relations homme-femme, travail ou famille ou autre. Et puis se mettre vraiment sous sa protection, sous son autorité aussi, mais sous sa protection. On est tous, pour revenir sur ce principe de hiérarchie, il faut se souvenir qu'on est tous l'inférieur de quelqu'un. Donc il y aura toujours quelqu'un en dessous de nous, quelqu'un au-dessus de nous, et c'est comme ça, c'est la société, c'est la hiérarchie, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça veut pas dire qu'on est moins important, mais tout simplement qu'il faut que chacun travaille là où il a le plus peut-être de choses à apporter, tout simplement, et essayer de ne pas le comparer à d'autres hommes. Voilà, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses, et j'avais fait des conférences un peu plus développées là-dessus si ça vous intéresse, ou de regarder les articles sur le blog. Après être épouse, être mère, donc j'en ai parlé, il y a différentes sortes de maternité, charnelle, spirituelle, et puis j'avais noté, il y a une phrase, je crois, dans les évangiles, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et en fait, c'est pas forcément, enfin nous,
là, à notre époque, ça va pas forcément être mourir physiquement pour notre famille, mais c'est vrai que faire des tâches pénibles, un peu répétitives, invisibles, etc., bah, c'est ça, donner sa vie pour ce qu'on aime, finalement. Donc c'est ça qu'il faut penser et se dire, bah, je construis mon foyer, mais c'est peut-être difficile, mais je le transforme dans un endroit où il fera vraiment bon vivre. Et c'est Pie XII, le pape Pie XII qui disait, l'épouse est le soleil de la famille, mais qu'arrive-t-il si la famille se voit privée de ce soleil? Où est son affectueuse douceur, etc. Et donc, il dit qu'effectivement, si la femme, avec sa voix âpre, ses plaintes et ses reproches, jette le trouble, etc., dans la vie de famille, eh bien, les maris vont aller chercher ailleurs la tranquillité, le repos, etc. Voilà jusqu'où peut aller votre responsabilité, enfin il parle aux femmes, dans la concorde du bonheur familial. Donc c'est vraiment essayer de rayonner de bonheur, être accueillante, souriante, etc., autant qu'on le peut. Et par exemple, voilà, quand le mari rentre du travail, si tout de suite on l'assène avec notre liste de choses qui ne vont pas, de ce qui a été de travers dans la journée, de ce qui est difficile, etc., essayons par exemple de lui laisser un petit temps pour arriver, décompresser du boulot, etc. Et après, voilà, être accueillante et tout. Et ensuite, prendre un temps, évidemment, pour parler, pour vider notre sac, dire ce qui va pas, essayer de trouver des solutions, trouver le réconfort et le soutien de son mari aussi. Mais ne pas forcément l'asséner tout de suite de pas mal de choses. Et il y a un livre qui est assez bien fait sur cette thématique des mères de famille, enfin sur l'organisation, etc. C'est le manuel de survie d'une mère de famille, si ça en intéresse certaines. Et au fond, sur la table du fond, il y a également la série Maman de Marie-France, Maman avec le sourire, Maman vers le ciel, je me souviens plus des autres titres, mais il y a plusieurs tomes, donc vous pouvez vous les procurer aussi, et qui sont très bien pour justement vivre son rôle de maman de façon un peu plus sereine. Et puis pour les personnes qui ne sont pas mamans, eh bien ne pas hésiter ne sont pas encore ou ne le seront jamais, enfin peu importe, mais ne pas hésiter à justement aider aussi. C'est ça aussi une façon de vivre sa maternité, de façon plus spirituelle, on va dire, mais aider les mamans, leur proposer de garder les enfants, leur proposer de, je sais pas, les aider à faire un bout de ménage, leur apporter un plat qui est tout fait, etc. C'est une façon aussi d'aider, de se soutenir entre familles ou entre une personne célibataire par rapport à une famille, par exemple, pour donner de son temps aussi. Et puis sur les mamans, alors je pourrais redire un petit mot sur le travail des femmes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que, en gros aussi, c'est obligatoire de rester au foyer et on ne peut pas aller travailler sous peine de péché ou je ne sais quoi. Et en fait, j'ai pas noté la citation, mais c'est je pense que c'est encore Pie XII qui disait ça, qu'il n'y a pas de travail qui sont interdits aux femmes, enfin travail moral, s'entend, mais enfin que les femmes peuvent faire, c'est dommage, j'aurais dû noter la citation, mais il n'y a pas de travail qui leur est interdit, mais leur priorité devra toujours être leur enfant en fait, et c'est toujours l'enfant qui devra avoir, on peut pas sacrifier l'enfant par exemple pour son travail, donc il y a plein de façons de faire, soit travailler une fois que les enfants sont déjà un peu plus grands, vont à l'école, travailler depuis chez soi, travailler à mi-temps, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses possibles à l'heure actuelle, puisque ça devient assez difficile de vivre seulement sur le salaire du mari, mais en tout cas là où je veux insister, c'est qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui malheureusement, même catholiques et tout, qui s'insurgent contre ce principe des mères au foyer, et en fait, il y a une différence entre les principes et l'exécution. C'est-à-dire si, concrètement, mon mari ne gagne pas assez, je suis obligée d'aller travailler pour faire vivre la famille. Bon, on peut pas vous le reprocher. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est obligatoire, et voilà. Il n'empêche que, idéalement, le mieux pour l'enfant, et ça, il y a beaucoup d'études pour le montrer, le prouver, le mieux pour l'enfant, c'est d'avoir sa maman, surtout les premières années de la vie, etc., mais même un peu plus tard,
voilà, donc le principe ne change pas. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on doit dire oui, de toute façon c'est pas si important, ou c'est l'équivalent, l'enfant il a pas vraiment besoin de moi, etc. Non, faut reconnaître les principes tels qu'ils sont. Après, bon, concrètement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans la société actuelle. Ça, on est bien d'accord et on pourra pas vous le reprocher. Mais il faut garder aussi, voir la différence entre le principe et voilà, ce qu'on peut faire par la suite, mais ne pas modifier le principe sous prétexte que en ce moment c'est compliqué, on peut pas le faire. Donc non, c'est qu'en fait c'est pas important pour une mère de s'occuper de ses enfants. Mais voilà, les femmes ont un rôle très important à jouer par rapport à leurs enfants, surtout dans les premières années. Et l'homme a aussi son rôle à jouer, justement pour aider l'enfant à se détacher de sa mère, à grandir, à s'épanouir, à prendre son envol, etc. Donc les deux, c'est pas juste, l'éducation n'est pas juste une affaire de femmes. Au contraire, c'est très important qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui se mettent aussi dans les domaines d'éducation, et on le voit notamment à l'heure actuelle finalement, entre les toutes premières années où le garçon va être avec sa maman. Ensuite, il va être à l'école, probablement quasiment tout le temps. Il aura des profs, des maîtresses, donc des femmes, et dans les classes plus grandes aussi, beaucoup de femmes qui vont l'éduquer. Et en fait, l'homme se retrouve très peu, enfin les garçons, on va dire, se retrouvent très peu confrontés à des hommes pendant leur éducation, et ça c'est un problème aussi. Donc bon, j'en profite parce que je parle du rôle de mère et je vais parler du rôle d'éducatrice, mais c'est vraiment garder ça à l'esprit, surtout si vous avez des garçons, y penser qu'ils ont vraiment besoin d'être entourés d'hommes aussi. Et puis pour continuer sur l'éducation, puisque c'était la troisième partie, l'éducation, je rappelle quand même que c'est former l'intelligence et la volonté pour la fin pour laquelle les hommes sont créés. Donc ça pareil, on voit bien que ça diffère de ce qu'on dit à l'heure actuelle, fais ce que tu veux mon enfant, tu es libre, sois toi-même, tant que tu es heureux, c'est très bien, tant que tu te sens bien, c'est parfait, etc. Et l'éducation, non, c'est pas ça. L'éducation, c'est former l'intelligence et la volonté. Donc on voit que c'est pas une histoire de sentiment, c'est pas une histoire de se sentir bien. Former l'intelligence et la volonté vers la fin pour laquelle les hommes sont créés. Donc la fin ultime, c'est donc la vision béatifique. Et donc c'est les parents, les premiers éducateurs qui ont vraiment le devoir de donner, entre guillemets, donner à la société des hommes bons, enfin des êtres humains, quoi, enfin, hommes, femmes, bons et qui font le bien. Donc c'est là que ça rejoint ce que je disais au début sur le bien commun, sur la responsabilité individuelle par rapport au collectif, et le fait que même nos actions, petites, entre guillemets, dans notre coin, eh bien, on peut faire le bien, puisqu'on va donner à la société des hommes bons, qui feront le bien par la suite, et qui orienteront la société vers le bien commun aussi. Donc ça se fait déjà dans la famille, l'éducation, bien sûr, après les éducateurs subsidiaires, entre guillemets, hein, les profs, les institutrices, etc. On n'éduque pas que ses propres enfants. Quand on parle d'éducation, souvent on pense à ses enfants, mais il y a aussi... je sais pas, ça peut être vos filleuls, vos neveux et vos nièces qui ont peut-être pas beaucoup reçu, qui sont peut-être pas dans des familles catholiques, etc. Enfin, il y a du travail à faire un petit peu partout. Et éduquer, c'est déjà donner l'exemple. L'exemple par notre tenue vestimentaire, par notre attitude, par nos paroles, la façon dont on se tient, le fait, je sais pas, d'aller à la messe le dimanche, même s'il y a certaines contraintes, etc. Donc montrer l'exemple. C'est l'éducation de la vertu aussi, c'est donner aux enfants le goût, enfin aux enfants et aux plus grands aussi, hein, leur donner le goût de la beauté, et de la beauté en tant que telle, et de la beauté morale aussi. C'est... si ça vous intéresse, j'avais fait un entretien avec Valérie Daubigny et on avait parlé sur YouTube. Si vous tapez Valérie sur la chaîne, vous trouverez facilement. Et on avait parlé de la transmission du beau et de l'importance d'éduquer au beau. Et ça, c'est vraiment super important pour les enfants. C'est ça qui pousse aussi à aimer la vertu. Enfin, c'est le naturel et le surnaturel, encore une fois, mais qui sont liés. Et l'habituer à vivre en présence de Dieu, tout simplement. C'est pas parce que maman ou papa ne sont pas là que l'enfant peut faire ce qu'il veut, le bon Dieu voit tout, l'ange gardien aussi, etc. Donc il faut lui donner vraiment envie de plaire à Dieu. Et vous voyez, c'est autre chose que la société actuelle qui nous dit l'important c'est de te plaire à toi, quoi. L'important c'est que tu sois fier de toi, content de toi, que
que tu te sentes à peu près heureux et que tu fasses des choix qui te ressemblent. Voilà, ça c'est la société, c'est l'éducation de la société actuelle. Non, l'éducation c'est vraiment vouloir plaire à Dieu. Et puis aussi c'est important de lui reparler justement de ce que c'est le bien commun, le sacrifice, la responsabilité, être acteur de sa propre vie, se connaître, être un vrai homme, une vraie femme, enfin, être vraiment viril ou être féminine. Et en tant que femme, donc bon, déjà si on est éducatrice en tant que telle, c'est déjà une chose, mais aussi appuyer un peu si on est marié, appuyer le père, appuyer les décisions du père, accepter de sanctionner, d'être ferme. Parfois c'est plus difficile pour les femmes. Moi je me rappelle une fois j'ai gardé mes nièces et puis je sais même plus ce qu'elle a fait comme bêtise. Mais bon, elle a fait une petite bêtise, mais voilà, je voulais pas la laisser passer. Et donc la punition, entre guillemets, c'était juste de la pause. Enfin, nous, je faisais un jeu avec sa sœur, et elle devait rester 5 minutes, je crois, assise sur une chaise, et voilà. Puis après, elle allait pouvoir nous rejoindre pour le jeu. Mais c'était vraiment... Et en fait, rien que le fait que je lui dise... là t'as dépassé les limites et tu vas être punie et tu vas aller sur ta chaise et sans hausser le ton ni quoi que ce soit. Et en fait rien que le fait de savoir qu'elle allait être punie, mais ça l'a mise dans... Elle était tellement triste d'être punie qu'elle s'est mise à pleurer. Enfin, en fait elle regrettait déjà sa faute quoi. Et en fait j'ai été prise par les sentiments et j'ai failli dire bon allez c'est bon, elle a compris quoi, et c'est pas grave, voilà, allez hop, qu'elle revienne jouer. Et en fait je me suis dit non, en fait, faut être ferme, et j'ai tenu le coup et voilà, je lui ai dit bah non, tu restes sur ta chaise 5 minutes. Et c'était dur de l'avoir pleuré, regretté sa faute, et on n'a qu'une envie, bah c'est bon, elle a compris, je vais pas aller au bout de ma punition. Et en fait, bon, c'est là que parfois je pense pas que ça soit pareil pour les hommes, mais pour les femmes, c'est parfois plus difficile d'appliquer la sanction jusqu'au bout, de pas se laisser aller par nos sentiments, etc., et d'essayer de rester ferme. Donc ça, c'est des choses, on doit vraiment rester attentive, et en tout cas, si le père prend une décision ou une sanction, le soutenir dans sa décision, tout simplement, et ne serait-ce que pour respecter son autorité, mais aussi l'éducation. Et puis, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, par amour, on a un peu tendance à vouloir être indulgente, laisser passer, essayer d'être dans la compréhension, etc., ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut toujours garder cet équilibre et se dire que le vrai amour, c'est aussi de montrer la bonne voie, et c'est exigeant, en fait. C'est ce que, quand je parlais de l'amitié, c'est vraiment ça, c'est vouloir le bien de l'autre. Et parfois, le bien de l'autre, c'est difficile à obtenir, c'est difficile de le guider, c'est difficile de le dire. Et donc ça, en tant que femme, on a plus ce côté sentimental, donc il faut essayer vraiment de travailler dessus pour ne pas se laisser avoir justement par les sentiments et pouvoir faire une bonne éducation. Et puis voilà ce que je voulais dire sur l'éducation. Et puis voilà, s'investir pour tout ce qui est culture, etc. Enfin, il faut avoir quelque chose à transmettre aussi à nos enfants, leur parler de leurs racines, de la culture, de leur pays, ou de l'histoire de la famille également. Enfin, il y a beaucoup de choses importantes comme ça. Et puis essayer de leur apprendre aussi à réfléchir par eux-mêmes et à bien se former. Donc c'est important de lire, c'est important de se former, et puis c'est important d'apprendre à réfléchir par nous-mêmes. On est vraiment dans une société lavage de cerveau, lobbying, on nous répète les mêmes choses, on nous fait culpabiliser aussi de certaines choses. Si t'es pas féministe, c'est que t'es pour les violences faites aux femmes, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de raccourcis, on essaye de nous pousser un peu dans nos retranchements pour qu'on puisse plus réfléchir et s'exprimer. Et donc c'est hyper important d'éduquer les enfants pour que, et notamment les filles en fait, pour qu'elles comprennent toutes les illusions féministes, par exemple, toutes les idéologies vicieuses, toutes celles les idéologies qui essaient de détruire la famille, la société, etc. Donc ça, c'est très important de rappeler ces choses-là. Et juste une citation intéressante au cas où vous ne la connaissiez pas, Simone de Beauvoir, dans l'un de ses ouvrages, donc féministe notoire, qui nous dit « Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants. La société devrait être totalement différente. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix, précisément parce que s'il y a un tel choix, trop de femmes le choisiront. » Donc elle-même, elle reconnaissait qu'en fait, si on laisse le choix aux femmes, elles choisiront de rester au foyer, et comme elles veulent pas il faut même pas que les femmes aient le choix, comme ça elles ne pourront pas rester au foyer.
Donc ça montre bien la vision de... Puis je vous ai pas lu les citations de Simone de Beauvoir sur la maternité, mais bon, c'est vraiment catastrophique. Et donc on voit que... Et puis ça me fait doublement rire parce que je vous disais que la liberté est souvent mal comprise à notre époque parce que c'est vraiment fais ce que tu veux quand tu veux, ce qui est déjà une fausse notion de la liberté. Mais en plus, eux, c'est encore plus vicieux et ouais, c'est vraiment vicieux parce que c'est faire croire que fais ce que tu veux quand tu veux, c'est ça qui te rendra heureuse. Mais quand même, il y a des choses, faut pas que tu les fasses parce que ça, donc vraiment, par exemple, rester au foyer, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Si elles choisissent de rester au foyer, même à notre époque, elles sont quand même très mal vues. Alors que soi-disant, c'est chacune fait ce qu'elle veut, si elle veut travailler, si elle veut rester au foyer, si elle veut... enfin bref, chaque femme doit choisir. Si elle veut, par exemple, être péripatéticienne, pour le dire gentiment, ça c'est très bien, c'est mis en valeur, on le voit sur beaucoup de médias, c'est je suis travailleuse dans ce domaine, etc. Voilà, et puis c'est bien vu, c'est mis en valeur, c'est génial. Par contre, au foyer, ça c'est, on a le choix de faire ce qu'on veut, mais sauf ça. Donc ça revient vraiment, c'est ce que Simone de Beauvoir nous dit dans cette citation. S'il y a un tel choix, trop de femmes le choisiront. Et puis je voulais terminer par cette citation de Pie XII pour rappeler justement aux femmes leur rôle, l'importance de leur rôle et de ce qu'elles peuvent faire justement à leur échelle pour reconstruire la société. Laisseriez-vous à d'autres, à celles qui se sont faites les promotrices ou les complices de la ruine du foyer familial, leur laisseriez-vous le monopole de l'organisation sociale dont la famille est l'élément principal comme unité économique, juridique, spirituelle et morale? Le sort de la famille, le sort de la communauté humaine sont en jeu, ils sont entre vos mains. Ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en rende compte et qu'on ne se décharge pas de nos responsabilités en disant de toute façon le monde va trop mal, on peut plus rien faire, c'est fichu, etc. J'ai pas d'influence, je suis pas homme politique. Voilà, non, on a tout notre rôle à jouer, comme dit Pie XII, c'est entre nos mains. Toute femme, par conséquent, sans exception, a le devoir, le strict devoir de conscience, de ne pas rester absente et d'entrer en action dans les formes et la manière qui conviennent à la condition de chacune, pour contenir les courants qui menacent le foyer, pour combattre les doctrines qui ébranlent ses fondements, pour préparer, ordonner et mener à bien sa restauration, sa reconstruction, ça peut être ça aussi. À ce motif impérieux qu'a la femme catholique de s'engager dans le chemin ouvert aujourd'hui à son activité, s'en ajoute un autre, sa dignité de femme. Elle doit concourir avec l'homme au bien de la cité. Tous deux ont le droit et le devoir de coopérer au bien total de la société et de la patrie. Ça rejoint ce que je disais sur le bien individuel ordonné au bien commun de saint Thomas d'Aquin. Donc concourir avec l'homme au bien de la cité. Tous deux ont le droit et le devoir de coopérer au bien total, je l'ai dit, mais il est clair que si l'homme est par tempérament plus porté aux affaires extérieures, aux affaires publiques, la femme possède généralement parlant une plus grande perspicacité et un tact plus fin pour comprendre et résoudre les délicats problèmes de la vie domestique et familiale, base de toute vie sociale, ce qui n'empêche pas que certaines savent faire preuve d'une grande compétence dans n'importe quel domaine de l'activité publique. Donc voilà, chacun un peu ses compétences, ça n'empêche que voilà, parfois les femmes, les hommes peuvent faire des choses similaires, mais en tout cas, chacun à sa place doit participer, enfin c'est un devoir que nous dit le pape Pie XII, participer à la reconstruction de la société. Alors n'hésitons pas pour ça à prendre exemple sur la Sainte Vierge qui était soumise à Saint Joseph, qui a fait tout son quotidien voilà, dans la prière, dans le travail, etc. Qu'on soit dans les honneurs, dans les humiliations, dans le célibat, dans le mariage, dans la jeunesse, dans la vieillesse, la Sainte Vierge est là pour être notre modèle de vertu, de confiance en Dieu, d'abandon, de féminité aussi. Et je terminerai par cette citation de Pie XII encore qui disait « Courage donc, femmes et jeunes filles catholiques, travaillez sans relâche et sans vous laisser jamais décourager par les difficultés et les obstacles. Soyez sous l'étendard du Christ roi, sous le patronage de la mère admirable, reine des mères, les restauratrices du foyer, de la famille et de la société. » Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite à toutes les femmes pour reconstruire notre société. Voilà.